On va commencer cette seconde conférence sur les perspectives progressistes de la santé en France. Donc pour aborder ce sujet, c'est important de faire une petite introduction puisque aujourd'hui on a un constat qui semble faire consensus en France, c'est celui de la dégradation de notre système de santé. Cette dégradation, elle ne sort pas de nulle part, c'est le résultat de politiques libérales et austéritaires. C'est une dégradation qui nous touche toutes et tous et à divers degrés, puisqu'elle produit et reproduit des inégalités de classe, mais aussi de genre, de race. Début 2020, notamment, la pandémie de Covid-19, elle a frappé de plein fouet la France. Elle a provoqué l'émotion de la classe dirigeante pour les travailleurs et les travailleuses de la santé. Mais pourtant, cette même classe dirigeante, elle n'a pas cessé de s'attaquer aux conditions de travail des travailleurs et des travailleuses de la santé. Et d'ailleurs, elle ne cessera pas de le faire tant qu'elle ne sera pas contrainte. Et le constat qu'on fait, c'est que sans direction politique, réduit à sa seule dimension budgétaire, notre système de santé, il est menacé jusqu'à son acquis historique, la sécurité sociale, qui est une conquête ouvrière qui répond à un besoin, à un principe qui est étranger au néolibéralisme, qui est de chacun selon ses moyens, à chacun selon ses besoins. Et donc, les perspectives progressistes de la santé en France aujourd'hui, elles sont bien réelles, dès lors que l'on pense ce système dans son ensemble, pas seulement en termes de soins, mais au-delà, de manière intersectionnelle, et qu'on inscrit ces perspectives dans un programme politique global de rupture avec le capitalisme. Et pour parler de tout ça, on reçoit Lou Girard. Tu es porte-parole de l'Organisation de Solidarité Trans, l'OST, donc spécialisée sur les questions de santé. Et donc l'Organisation de Solidarité Trans, c'est une organisation de lutte et de support pour les droits des personnes trans et sur la transitude en général. Et docteur Zoé, tu es médecin généraliste en zone rurale et également membre de la PADU Team, donc une chaîne YouTube de production d'analyse politique et de commentaires d'actualité politique. Voilà. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose sur votre présentation. Oui, c'est ça, merci. Je suis militante aussi, je pense qu'on peut le dire comme ça, dans des orgas, dans notre orga dont dépend la PADU Team et puis d'autres orgas aussi, syndicales notamment. Du coup, pour commencer cette conférence, toi Zoé, donc ton point de vue de médecin, tu montres souvent comment le système de santé, donc en particulier à travers certains de ses acteurs, mais aussi comment le système en tant que tel est pensé, il y a des positions dominantes qui produisent des discriminations sexistes, racistes, validistes. Globalement, comment ce système de discrimination et de domination il s'est construit, à qui il profite, qui en sont les premières victimes, et puis aussi quelles sont les perspectives pour abolir ce système de domination. Merci Julien. Déjà je commence. Merci beaucoup à pour l'invitation et puis à tous les gens qui ont bossé pour que la conf soit possible. Voilà, les gens qui gèrent la technique, les gens qui font à manger, ça a l'air trop bon là-bas, tous les gens qui sont venus. Voilà, merci beaucoup. Ta question, elle est très large et je vais essayer d'y répondre relativement rapidement, mais quand même, je vous fais un petit historique du système de soins parce que ça permet de comprendre la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Déjà, première chose, en fait, la médecine est capable de soigner depuis très très peu de temps dans l'histoire de l'humanité. Fin 18e siècle en France, il y a un enfant sur deux qui n'atteint pas l'âge adulte. Il y a une espérance de vie qui est 40 ans plus faible que ce qu'on connaît aujourd'hui. Et au 19e siècle, on a, donc post-révolution française, on a la révolution industrielle, la classe bourgeoise qui prend le pouvoir, le capitalisme qui s'installe. Et là, avec le capitalisme, l'industrialisation, on commence à voir des disparités de soins énormes. Dans certaines communautés ouvrières de Paris, il y a 90% de mortalité infantile. On se rend compte un peu des trucs que c'est. Il y a la Première Guerre mondiale qui arrive. Donc, les bourgeoisies de l'Europe décident d'envoyer des millions de gosses mourir dans une boucherie monstrueuse. Et en fait, quand les combattants qui ne sont pas morts reviennent, on a massivement des gens qui sont blessés, détruits, mutilés, etc. C'est les fameuses gueules cassées. Et là, en fait, la protection sociale, elle commence à arriver à ce moment-là, parce qu'en fait, ça ne devient pas tenable d'envoyer les gens à la boucherie comme ça, et avec l'avancée technologique, quand même, des moyens qu'on commence à avoir pour soigner, et de continuer à laisser les gens crever. Donc, il y a un État qui se met à faire l'État paternaliste. On commence à penser la protection sociale. Et puis ensuite, deuxième moitié du XXe siècle, là ça s'accélère beaucoup, on a des avancées techniques de dingue qui arrivent en France, on met en place la sécurité sociale,
Et ça révolutionne complètement l'accès aux soins pour tout le monde. On se met à pouvoir avoir accès à des soins pris en charge quasiment à 100%, on en reviendra. En tout cas, pour les maladies majeures qui faisaient mourir les gens, les infections, en plus les antibiotiques arrivent, les diabètes, les cancers. On se met en France à être entre 45 et le début des années 60. On met en place, avec l'argent de la Sécu, des CHU. On monte des gros centres très spécialisés. On est dans les premiers à faire des greffes, par exemple, dans le monde. Voilà. Et en fait, ce système-là, qui a plein de défauts, on va revenir dessus après, mais permet quand même ce truc-là. Et fin des années 90, on a le meilleur système de soins au monde en France par ce phénomène de mise en commun des moyens, même si la sécurité sociale, dans la manière dont elle était pensée au départ, notamment par les militants communistes et les militants syndicaux qui la mettent en place, en fait, assez vite, on l'attaque dans sa manière de fonctionner parce qu'au départ, on voulait que les caisses de sécu soient gérées par les cotisants, par les travailleurs. Et maintenant, vous le voyez aujourd'hui, on est en train de voter le budget de la Sécu au Parlement français. Et ça, c'est déjà un recul énorme, en fait, par rapport à la manière dont c'était pensé. Le fait que ça soit des débats entre Amélie de Montchalin et François Hollande, c'était pas un truc qui était acté au départ. Je vous fais tout ce truc-là pour comprendre que vous avez ce truc-là. Et puis, dans les années 80, fin des années 90, en fait, là, on a les politiques néolibérales qui commencent à s'installer depuis déjà 20 ans. Il y a un petit effet de retard, mais ça y est, ça marche. En fait, on arrive à bien détruire le système de soins. Et là, aujourd'hui, depuis 20 ans, on dégringole vraiment dans la qualité de soins qu'on peut offrir en France. Ce truc-là de progrès technique et de progrès dans l'accès aux soins par la protection sociale, parallèlement, il y a quand même une corporation soignante qui est la corporation des médecins, qui reste hyper dominante. Elle se structure depuis très longtemps, d'une manière où, pendant très longtemps, les seuls qui y ont accès, c'est des hommes issus des classes bourgeoises. Et donc blanc de fait, jusque là on a une féminisation très forte de la médecine depuis 20-30 ans, avec vraiment un gros changement qui se fait dans les profils de gens qui font médecine, mais pendant très longtemps ça a été tenu par ces personnes-là. Et c'est aussi une médecine qui s'est construite sur le modèle libéral, c'est-à-dire chacun sa petite entreprise médicale, on se fait payer à l'acte, etc., tout en se faisant rembourser par l'argent qu'on a mis en commun par la Sécu, donc c'est un truc un peu, voilà, le beurre, l'argent du beurre, tout ça. Et du fait de la manière dont sont sélectionnés les médecins, du fait de la manière dont se construit le savoir médical, qui est très réservé en fait aux médecins, et en plus il y a une division du travail très forte en santé, c'est-à-dire que le médecin est le grand ordonnateur et puis les autres doivent obéir, etc. Tout ça fait que la corporation médicale est le bras armé de la normativité, et ça va s'appliquer sur plein de gens. Et vous rajoutez à ça le fait que les conditions de soins se dégradent concrètement. Les personnes qui vont le plus subir de la violence médicale, du retard de soins, des inégalités d'accès aux soins, ça va être globalement les choses qu'on retrouve structurellement dans la société. Les personnes racisées, je sais que Monira a évoqué tout à l'heure le syndrome méditerranéen, etc. C'est des vraies choses de difficultés d'accès aux soins et de stéréotypes dans le soin qui ont des impacts très concrets sur la prise en charge des personnes. Les femmes en sont encore plus victimes que les hommes, mais globalement, les personnes racisées le subissent beaucoup. Mais globalement, les personnes qui ont des handicaps, les personnes précaires, les femmes, les personnes trans, Salou en parlera beaucoup mieux que moi, et tout ce qui va aussi découler de la précarité. C'est-à-dire que vous avez beaucoup de grossophobie, par exemple, dans le soin, et l'obésité, c'est un truc hyper marqué sur la classe sociale en France. Quand vous êtes prolo, vous avez 6 fois plus de personnes qui sont en obésité que dans les classes bourgeoises, pour des multiples raisons de conditions de vie, de travail, d'accès à la nourriture, de possibilité d'avoir un emploi du temps où on fait du sport dedans, quand on ne peut pas déléguer son travail domestique, etc., à des gens pauvres qu'on paye pour le faire. Donc tout ça explique un peu que le système de soins, ça soit un système qui vienne reproduire les dominations, voire même les on va dire les aggraver. Néanmoins, là, je vous ai dépeint un tableau un peu sombre, mais en réalité, il y a des mises en tension qui se font dans la société actuellement, parce que le profil des soignants change, aussi le profil des médecins, mais pas que. Et parce que il y a aussi des envies dans nos manières de fonctionner. Il y a plein d'expériences qui se font chez les soignants en ce moment de travailler plus en collectif. Il y a beaucoup de centres de santé communautaires qui se montent, par exemple, qui sont des centres où les soignants sont salariés. Je sais qu'à Chambéry, il y en a un qui ouvre là, je crois. Juste au moment, je vois que ça hoche la tête là. Et ça, c'est des expériences qui sont vraiment des expériences de changement de rapport aux soins. Et puis de toute façon, tous ces trucs-là, on ne pourra pas les penser, on ne pourra pas penser le fait de mettre fin à ces problèmes qu'on vit dans le soin tant qu'on ne pensera pas
une manière de se réapproprier la technique, le savoir médical, ces trucs qu'il ne faut pas jeter avec l'eau du bain. Enfin, comme je vous ai redit, c'est pour ça que je vous ai fait cette historique, de savoir qu'en fait, le système de soins peut être oppressif, etc., inégal, tout ce qu'on veut, mais il y a aussi des choses qui ont vraiment été des avancées incroyables pour la vie concrète de tout le monde, avec des inégalités là-dedans. Et donc là, l'enjeu principal, c'est de se dire comment on se réapproprie ce truc-là, notamment dans une vision de lutte des classes particulièrement, mais comment on se réapproprie les caisses de sécurité sociale, comment on se réapproprie le savoir médical, comment on se réapproprie la production des médicaments, la production des choses pour traiter. Et ça ne peut se faire clairement que dans un système de soins qui est public, qui est accessible à tout le monde et qui part des besoins des gens et pas de l'avis de Amélie de Montchalin. Voilà en gros ce que je peux dire là-dessus. Désolée, c'était un peu long, mais c'était une mise en jambe pour qu'on voit un peu de quoi on parle. Donc du coup, le constat que tu fais, c'est que le système de santé, la manière dont il est organisé aujourd'hui, ça résulte de choix politiques qui sont critiquables et qu'on peut changer. Donc la question du système de santé, elle est large. Il y a aussi la question, sans la réduire à ça, la question des acteurs aussi qui incarnent ce système de santé auquel les gens peuvent être confrontés dans leur parcours de soins spécifiquement. Donc Monira tout à l'heure a parlé du syndrome méditerranéen qui est un stéréotype qui permet justement de maintenir des positions dominantes dans les parcours de soins. Lou, moi je voulais t'interroger sur une autre manière dont les positions dominantes elles se maintiennent, c'est celle de la psychologisation, voire même de la psychiatrisation des patients, qui peut masquer les causes sociales des problèmes de santé. Et vous, à l'OST, vous avez un discours très critique sur la psychiatrisation, puisqu'il y a une forte psychiatrisation des personnes trans qui masquent des problèmes sociaux. Est-ce que tu peux nous parler de tout ça ? Oui, tout à fait. En fait, la psychiatrie, c'est imposé dans le monde médical vraiment comme le gardien des normes dont parlait Zoé juste avant. La psychiatrie, elle sert vraiment à renforcer des normes sociales qui existent déjà, et donc le statu quo qui est mis en place par la bourgeoisie, qui est mis en place dans la suprématie blanche et dans le patriarcat. Et la psychiatrie évolue du coup au fur et à mesure que le statu quo évolue. Et on a vraiment cette discipline qui va venir contrôler en fait le prolétariat pour s'assurer que chaque membre du prolétariat reste bien dans les clous et en fait reste un membre fonctionnel de la société capitaliste, peut continuer à produire selon les normes. Et d'ailleurs, un excellent exemple de ça, c'est qu'une condition de sortie des hôpitaux psychiatriques, c'est trouver un travail. Donc on s'assure que effectivement le bon prolétaire puisse bien produire pour qu'il puisse sortir. Sinon, c'est un fou. Et on va avoir ça, du coup, pas que dans le rapport de la lutte des classes, mais on va avoir aussi ça sur la question du genre. C'est-à-dire que les femmes vont être beaucoup plus traitées de folles, et je prends l'exemple très concret de l'hystérie, qui est quelque chose qui se voit de moins en moins parce que le rapport de force gagné par les luttes féministes avance, mais tant qu'il n'avait pas avancé, les médecins étaient très contents de prescrire l'hystérie. Et ça montre bien qu'en fait, c'est pas qu'une question de science, c'est pas qu'une question de médecine, c'est vraiment une question de statu quo. Le syndrome méditerranéen en est un autre, mais il continue encore d'exister. Encore aujourd'hui, on voit, quand on travaille dans les hôpitaux, que les personnes racisées sont beaucoup plus violentées. C'est-à-dire que quand tu arrives à l'hôpital et que tu es non blanc, sans même parler d'urgentistes, dans les centres d'urgence où on va plus souvent pas considérer tes douleurs, et que évidemment ça va mener à une perte de chance énorme, parce que si on arrive avec une douleur thoracique qui traverse l'épaule, etc., et qu'on ne diagnostique pas immédiatement un ECG et que malheureusement on avait un infarctus, c'est fini. On a aussi, en fait, dans tous les soins ambulatoires, les soins palliatifs, etc., en fait, une minimisation de la douleur, en fait, l'idée que il n'y a pas vraiment une humanité qui est là, et en fait, ça va garantir, la psychiatrie va être la garante scientifique qui va mettre à son temps en mode oui, non, c'est pas raciste, c'est scientifique. Et pareil pour le handicap. On a l'autisme, on a une série de handicaps qui vont être vus comme des folies, et seule la lutte permet de dépsychiatriser, entre guillemets. Et du coup, pour finir sur le sujet que je connais bien, le fait de transitionner.
jusqu'à très 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 récemment, et encore actuellement dans plein d'endroits du monde, y compris en France, le transsexualisme, disons-le, est vu comme une maladie. C'est-à-dire que bon, bah, tu es d'un sexe et tu prétends être de l'autre, fou. Et c'est parce que on a lutté pendant des années dans la rue avec violence pour gagner nos droits que de moins en moins on se permet d'interner pour ces raisons-là. Mais ça reste encore, la psychiatrie garde son emprise très forte parce qu'on nous dit oui, la transsexualité n'est pas une maladie. Enfin bon, si j'ouvre le DSM, il y a déjà une page qui est associée à la dysphorie de genre, donc bizarre. En plus de ça, il y a des critères diagnostiques. Bon, bizarre, c'est pas une maladie d'avoir des critères diagnostiques. Il y a également des critères d'exclusion, encore plus bizarre, c'est pas une maladie. Et on a un traitement. Bon, aujourd'hui, c'est un traitement affirmatif. Mais il faut en gros juste un changement politique pour que ça devienne du restrictif. Et en fait, on voit bien du coup que la médecine se met toujours au pas de la politique et que du coup, on doit continuer en fait à lutter. Parce que tant que le rapport de force est dans notre camp, qu'on peut continuer à progresser en tant que prolétaire, en tant que femme, en tant que non-blanc, bah on gagne. Mais à la seconde où Amélie de Montchalin décide que en fait, quand même, des Arabes qui peuvent être soulignés, c'est un peu abusé, et bah c'est fini. Quand on a les républicains qui disent non mais en fait les transsexuels ils abusent quand même un peu, bah c'est fini pour nous aussi. Donc du coup c'est une lutte permanente. C'est pas, on lutte pas que pour le progrès, on lutte aussi pour conserver nos acquis. Nos acquis ont été gagnés dans une période de lutte sociale. Là on est en crise quand même plutôt du militantisme. Faut rien lâcher sinon on perdra tout. Donc du coup dans ce système de santé, ça pose aussi plus largement la question au sein de tous les professionnels de la santé. On a une division du travail qui s'opère entre les spécialistes, la médecine générale et le paramédical. Mais au sein de ces catégories, il y a aussi, plus largement, entre tous les professionnels de la santé, il y a une division du travail genré et racial du travail, jusqu'aux ASH, qui sont très souvent racisés, qui sont très souvent des femmes, et qui pourtant font partie intégrante de l'équipe soignante. Et donc, en plus de précariser de nombreuses personnes, cette division, comme vous l'avez déjà un petit peu abordé, elle empêche aussi à des volontés progressistes qui sont bel et bien existantes au sein de ce secteur d'émerger. Globalement, comment on peut lutter contre cette division du travail, puisque tant qu'elle est établie, les volontés progressistes individuelles, elles sont limitées. Je peux aller ? Tu me complètes ? En fait, tu as complètement raison. En fait, si vous avez travaillé un jour dans un hôpital ou alors que vous avez passé un peu de temps en tant que patient longue durée, vous l'avez vu, on a les médecins qui sont globalement tous blancs, de plus en plus de femmes, mais au sein de la médecine, en fonction des spécialisés, c'est plus ou moins ségrégé, c'est-à-dire que les spécialités les plus demandées, les plus prestigieuses, la chirurgie, la cardiologie, la neurologie, c'est des hommes. Et puis bon, la dermatologie, la rhumatologie, c'est des femmes. Et après, on descend d'une case, on a des infirmières, c'est plutôt des femmes blanches. On descend encore d'une case, les AS, ça commence à se raciser. Et là, on arrive à l'étape des ASH, donc les agents de service hospitalier, donc des femmes de ménage. Bon, là, c'est que des femmes racisées. Et évidemment, bah, ça inclut évidemment cette socialisation et cette division raciale et sexuelle du travail va impliquer des choses au niveau du soin qu'il faut régler. Et comment est-ce qu'on les règle ? Zoé avait apporté la solution plus tôt. En fait, c'est la socialisation du système de santé par le prolétariat. C'est-à-dire qu'en fait, globalement, si on reprend pas le contrôle sur la manière dont le soin est géré, les études de santé sont gérées, et en fait, qui finit à ces postes, comment sont formées ces personnes, et en fait, on n'arrivera jamais à des traitements de soins qui sont équitables. On aura toujours le médecin cardiologiste des urgences qui va continuer à discriminer les femmes noires à l'arrivée aux urgences et qui va les laisser mourir de leur infarctus. Et donc du coup il faut vraiment reprendre ce contrôle. Ça se passe du coup au niveau vraiment purement des médecins, des professionnels, mais ça se passe aussi au niveau de la patientèle. En fait il faut redonner aussi le pouvoir à la patientèle. Il n'y a pas qu'un rapport qui est descendant où en fait les professionnels ont un pouvoir absolu et descendant sur leurs patients. Il faut aussi que les patients reprennent en main, et donc on voit un peu ça avec les patients experts, mais c'est insuffisant. Il faut que la lutte arrive aussi
des patients, et donc il y a des associations de patients qui existent déjà en France et qui luttent, je pense notamment autour de France pour la santé, qui regroupent à la fois des syndicats professionnels et à la fois des associations de patients. Et donc et aussi l'OST, je préfère la pub, parce qu'on est la patientèle, nous quand on est trans, on fréquente en tant que trans la santé parce que il nous faut des hormones, mais aussi parce que on est prolétaire, et en fait on crève des mêmes choses que l'ensemble des prolétaires, mal de dos, des accidents de travail, etc. Donc il faut qu'on reprenne ça en main, et c'est seulement par la lutte et le rapport de force qu'on peut imposer au ministère de la Santé, qu'on peut imposer à la Haute Autorité de Santé, on reviendra dessus juste après, et qu'on peut imposer aux directions des hôpitaux. Mais c'est vraiment uniquement par la lutte pour la socialisation de la santé qu'on y arrivera. Et il ne faut pas se mettre un objectif plus bas que ça. Il n'y a pas d'illusion à se faire, il n'y a pas de compromission à avoir avec la bourgeoisie. Seule la lutte peut nous permettre de gagner. Je suis parfaitement d'accord avec ce que tu as dit, Lou. je vais rajouter un peu sur ce que tu dis sur l'accès aux études de santé, par exemple. C'est un enjeu majeur, et ça concerne pas que le cas des études de santé. Mais les études de médecine, la manière dont elles sont structurées, donc vous passez votre concours en première année de médecine. Donc déjà, il faut avoir eu le bac. Donc déjà, il faut penser un système scolaire qui ne soit pas structuré comme il est actuellement. C'est-à-dire que c'est même pas que le système scolaire a du mal à réduire les inégalités sociales, c'est qu'il les creuse. Et c'est même dans les techniques pédagogiques concrètes, il y a des travaux d'études pédagogiques et tout ça qui montrent que la manière même dès la maternelle dont on commence à penser les espaces, etc., fait que les enfants issus des classes populaires sont largement, on va dire, on leur met des bâtons dans les roues dès le départ, quoi. Donc déjà, il faut avoir eu le bac, il faut penser à un système scolaire qui soit complètement remanié et aller vraiment se poser la question de se taxer au niveau bac, et même on pourrait aller beaucoup plus loin, mais c'est pas le sujet de la conf, donc je vais pas me lancer là-dedans. Et puis ensuite, les études de médecine, donc concours en première année, et puis ensuite, de la 2e à la 6e année, vous êtes étudiant. Les deuxième, troisième année, vous êtes à la fac, et puis de la 4 à la 6e année, vous êtes directement en stage. Pour ça, moi, ça me fait toujours rire les médecins qui disent « Ouais, on a fait 10 ans d'études, c'était vraiment trop dur et tout ». En fait, les études de médecine sont professionnalisantes beaucoup plus tôt que plein d'autres études, d'ailleurs. Donc, et puis, c'est pas un sacerdoce de faire des études, c'est une chance. Il y a plein de gens qui adoreraient pouvoir passer 10 ans de leur vie à apprendre des trucs avec leurs parents qui leur payent un appart et des vacances, je pense, et qui n'ont pas cette chance. Donc, voilà. Et ce que je veux dire, c'est qu'à partir de la 4e année, vous êtes à l'hôpital, et donc vous êtes à temps plein, mais vous êtes à temps partiel, mais vous avez des gardes le soir, vous avez des gardes les week-ends, c'est impossible de travailler à côté. Même sur un plan purement matériel, en fait, de temps. Parce que quand vous prenez, moi j'ai bossé un peu à côté de mes études, mais que en 2 et 3e année, parce que j'ai pas pu après. Quand vous prenez un boulot en CDD d'étudiant, vous pouvez pas dire à votre patron, alors parfois le week-end je suis pas dispo, parfois je suis de garde le mardi, puis parfois c'est le vendredi, puis enfin voilà, ça passe pas, quoi. Donc il y a cette problématique-là. À partir de l'internat, les gens sont payés. À l'externat, vous êtes payé entre 100 et 200 euros par mois. Donc je vous laisse calculer, mais c'est un peu chaud pour vivre, quoi. Donc il y a aussi cette question d'accessibilité des études, et donc une question de revenu étudiant qui se pose, et qui se pose pas que pour les étudiants en médecine, mais pour tout le monde. Et puis après, on se pose souvent des questions. Moi, c'est des trucs que je vois souvent passer dans les facs de médecine. Ah là là, mais comment va-t-on mettre des médecins sur telle île de l'Atlantique ? Comment allons-nous mettre des médecins en zone de montagne, Chez vous, ça vous concerne un peu plus. Comment allons-nous mettre des médecins en Guadeloupe ? Alors, je vais vous dire un truc extrêmement banal, mais si vous voulez des médecins en Guadeloupe, il faut former des Guadeloupéens, en fait. Ça marche extrêmement bien. Donc il y a une vraie question de l'accessibilité des études qu'il faut se poser, qui est une question plus large, et c'est le cas pour les autres études, pour les autres catégories du soin aussi. Sur le côté de hiérarchisation, les médecins ont vraiment organisé le fait de se garder le savoir. C'est-à-dire qu'il y a tout un tas d'actes, il n'y a que les médecins qui peuvent le faire. Alors autant, je veux dire, ouvrir le crâne de quelqu'un pour aller faire l'exérèse d'une tumeur, que ça soit réservé à un type qui a fait 14 ans pour faire ça, on comprend. Autant signer un certificat de décès, par exemple, bon, on peut peut-être un peu discuter de si vraiment il faut le réserver qu'à une partie des soignants, ou si on peut pas. Et d'ailleurs, c'est des choses qui sont en train de se faire. Vacciner, par exemple, pendant longtemps, c'était réservé aux soignants. Bon, vacciner, je vous le dis, si vous avez un pouce opposable, vous êtes capable de vacciner quelqu'un, c'est facile à faire. Donc voilà, il y a un certain nombre de choses comme ça que les médecins se sont gardés, mais c'est une manière d'organiser le pouvoir, de faire ça, de se garder certaines tâches sans qu'il y ait vraiment de réalité, on va dire, concrète, qui font que, oh là là, il faut surtout pas que ça soit quelqu'un d'autre qui le fasse.
Et là, je vais y aller un peu franco, mais la désertification médicale est une aubaine pour ça. Actuellement, il n'y a pas assez de médecins. Alors, c'est de notre faute, hein. C'est nous, la corporation médicale, qui avons organisé le fait qu'il n'y en ait pas assez, parce que ça permettait déjà qu'il n'y ait pas trop de gens, pas trop de la bonne classe sociale qui rentrent dans les études de médecine, parce que ça aurait été dommage, mais aussi pour créer de la rareté, parce que quand on est payé à l'acte, on a besoin d'être pas trop nombreux pour des questions d'offres, de demandes, etc. Et là, actuellement, on est dans une situation qui est absolument c'est la catastrophe. Hein. Je vous le dis, c'est vraiment, c'est gravissime d'avoir pris ces décisions-là, mais elles sont prises et là maintenant on les subit. Et avant que ça revienne à un chiffre à peu près normal, on en a pour encore minimum 5 à 10 ans. Donc pendant 5 à 10 ans, ça va être l'enfer. Mais le fait qu'on manque de médecins, du coup, ça force le fait de se dire, mais en fait, est-ce qu'il n'y a pas des trucs qui sont réservés aux médecins qui peuvent être faits par d'autres gens ? On parle beaucoup de délégation de tâches aux pharmaciens, aux infirmières. Ça a été le cas pour les vaccinations. C'est en train d'être le cas pour les certificats de décès. Moi, j'explique gentiment. Quand je suis de garde, j'ai un secteur de garde qui est très loin. Est-ce que vraiment c'est utile de me faire 1 heure de route aller, 1 heure de route retour pour aller signer le certificat de décès d'un monsieur en EHPAD de 94 ans dont le décès était attendu alors qu'il y a une infirmière sur place ? Voilà, on peut peut-être se poser un peu la question. Donc ça, c'est des trucs qui sont en train d'être faits. Mais la vraie question, et ça rejoint ce que disait Lou, c'est de déléguer des tâches, entre guillemets, aux patients, aux gens, à vous tous ici. Et ça passe par de la lutte concrète, comme disait Lou, et ça passe par une vraie révolution dans la manière dont on a envie de penser le savoir médical. Il n'est pas normal que la majorité de la population ne sache pas comment fonctionne le traitement qu'il prend, sur des trucs de base, pas avoir un bac+8 en pharmacologie, il n'y a pas besoin de ça, ne sache pas gérer le mal de dos de son conjoint, de son ami, de son collègue, ne sache pas gérer comment on gère une brûlure, une plaie, des choses qui sont extrêmement basiques et qu'on pourrait totalement être tous formés pour faire, voire même formés dans chaque collectif de travail, des référents santé qui sont au-delà des référents santé actuels, parce qu'il existe, si vous êtes dans des grosses entreprises, dans des usines, vous savez qu'il y a des référents pour ça, ce qui est très bien, ce qui est en train d'être attaqué, notamment par l'attaque qui est faite au CHSCT actuellement. Mais il faudrait que nous ayons une vision plus collective de la gestion du soin. Et par exemple, un des meilleurs exemples, c'est les arrêts de travail. Normalement, si vous avez un peu de connaissances ou un médecin, des soignants qui font le boulot, vous êtes capable de vous autodiagnostiquer une grippe, une gastro, une rhinopharyngite, etc. Et vous êtes capable de dire, en fait, là, il y a tel et tel drapeau rouge, il faut que je consulte un soignant qui est plus spécialisé, mais dans 95% des cas, vous allez pouvoir savoir ce que vous avez, et globalement, c'est des maladies qui ne nécessitent pas de traitement particulier, ou éventuellement des molécules qui sont banales, que vous utilisez tous les jours, le paracétamol, par exemple, voilà. Ça, il faudrait que les gens puissent s'arrêter seuls. Et ça, c'est des vrais trucs. Comme il y a la désertification médicale en ce moment, il y a une ouverture pour aller se battre sur ces trucs-là, pour dire, mais sur des temps courts, on va pas aller prendre du temps. Moi, je vous jure que là, ça y est, la grippe commence. Vous permettez aux gens de s'arrêter pour 5 jours tout seuls sans passer par moi, je libère 20% de mes créneaux. Et c'est des créneaux que je peux utiliser pour aller gérer des accompagnements de fin de vie à domicile, pour passer du temps avec une dame et son bébé qui vient d'accoucher il y a 1 mois, c'est compliqué, elle est fatiguée parce qu'on la met dans des conditions qui font que c'est fatigant. Et en fait, elle a besoin que je passe 45 minutes avec elle. Voilà, des trucs un peu plus intéressants que faire des consultations et des arrêts de travail à la chaîne pour des grippes de gens qui sont capables de gérer tout seuls. Donc, en plus de ce que dit Lou sur vraiment une lutte de socialisation et tout, il y a des trucs vraiment hyper concrets sur les études, sur la manière dont on pense le savoir et sur la manière surtout dont on le diffuse et particulièrement dont on le diffuse dans la population générale qui sont en jeu. Et je pense que Lou va revenir dessus après parce que je connais un peu le déroulé. Mais par exemple, les luttes qui sont menées actuellement par les personnes trans et particulièrement par des orgas comme l'OST qui parlent d'autosupport, qui parlent du fait justement de s'emparer de sa santé et d'être capable d'être l'expert de sa propre santé et d'aller, s'opposer un peu, trouver des chemins un peu détournés pour pas forcément être inféodé au savoir médical, c'est des choses qui ont vraiment une portée pour la population générale, pas que pour les personnes trans, parce que c'est des choses qui sont centrales dans la réappropriation collective du soin, en refaire un truc commun et pas un truc qui est réservé à certains et où seulement certains peuvent y avoir accès. Pour revenir très rapidement sur ce que tu as développé sur l'aspect études de santé et de médecine. Donc, il y a clairement des volontés progressistes qui existent, mais globalement, aujourd'hui, pour les étudiants et étudiantes en médecine et en santé, comment les personnes qui ont des volontés de faire de la médecine différemment, enfin faire de la médecine comme elle devrait être pensée, c'est-à-dire pour l'intérêt général et pas à la recherche du profit individuel, comment ces personnes-là, elles s'organisent concrètement aujourd'hui ? Est-ce que c'est encore compliqué ou est-ce qu'il y a des choses qui se dessinent ?
C'est hyper compliqué parce que quand tu pars, je parle des étudiants en médecine là pour le coup, hein, mais on part d'une corporation qui est extrêmement à droite et qui a vraiment cet historique dont on vous a parlé avant. Et effectivement, il y a un vrai changement qui est en train de se faire pour 1000 raisons qu'on vous a expliquées, parce qu'on n'est pas dans la même phase du capitalisme, parce que c'est pas les mêmes personnes sociologiquement qui y ont accès. Mais là, justement, l'enjeu du moment, là, c'est de réussir à créer ces espaces. Il faut recréer de l'organisation collective. Et donc, alors moi personnellement, quand des jeunes étudiants en médecine m'en parlent, mon avis, c'est que par exemple, la lutte syndicale, elle est majeure et qu'il faut sortir des syndicats de branche. Vous laissez des médecins entre médecins, c'est une catastrophe. Je vous dis, il faut pas faire ça. Il faut vraiment refaire des syndicats de branche où on soit dans des orgas où il y a tous les corps soignants qui soient représentés. Et comme le disait Lou, mais le vrai avenir de la lutte, c'est une lutte qui se fasse entre usagers du soin et professionnels du soin, où on décloisonne tout ça et on se dit, en fait, on va arrêter de penser des trucs corpos où chacun va essayer de jouer sa petite partition, quoi, et essayer de refaire un truc de projet collectif, de projet et d'avoir une vision de classe là-dedans. Et quand je dis vision de classe, c'est aussi les médecins, tant que vous les laisserez être des petits professionnels libéraux, indépendants, qui font leurs petits dépassements d'honoraires et tout, mais ça ne va pas marcher. Il faut absolument aller vers ce que les jeunes générations veulent actuellement, c'est-à-dire du salariat. Il faut salarier les médecins, les fonctionnariser. Et là, vous allez pouvoir avoir accès à une corporation médicale qui sera bien moins incline à trouver que, ah oui, non, mais quand même, il y a des gens qui profitent. Et puis, voilà, j'ai fait une réanimation, j'ai vu ça sur Twitter il y a pas longtemps, une consoeur qui dit, j'ai un patient qui a fait un arrêt cardiaque dans la salle d'attente. Comment je fais pour facturer la réanimation? Et là, vraiment, on se dit, mais... Et le pire, c'est que je sais qu'elle dit ça, mais pas du tout méchamment. C'est sa manière de se rémunérer. Un acte, un prix. C'est combien pour appuyer sur la poitrine de quelqu'un qui est en train de mourir? C'est intéressant comme question. En fait, c'est des questions qu'on ne devrait pas se poser. T'es payé toujours pareil, peu importe. Voire même un jour, on créera des sociétés où, comme il y a une démarchandisation complète, on n'aura plus besoin du médium monnaie, mais ça, c'est un autre problème. Et en tout cas, la seule question que tu te poses, c'est quel est le besoin de la personne en face de moi, là, tout de suite, pour aller mieux dans sa santé? Et c'est pas est-ce que c'est rentable, pas rentable, etc. Donc voilà, fonctionnalisation. Et puis créer des collectifs qui soient surtout pas des collectifs corpos, parce que les syndicats de médecins, je vous jure, vous avez peur, vous voulez pas savoir. Après, les médecins agissent comme ça parce que c'est leurs intérêts de classe. Marx, 200 ans plus tard, nous montre qu'il a toujours raison et qu'il mogue 100% de l'Assemblée nationale. Les médecins aujourd'hui qui gagnent des milliers d'euros, notamment les intérimaires, coucou les anesthésistes, c'est des petits bourgeois. Donc, ils vont lutter pour leur intérêt de classe et ils vont lutter pour pouvoir continuer à tarifier à l'acte, pour continuer à se mettre en secteur 2, voire en secteur 3, et s'en mettre plein les fouilles. Donc, seul, en fait, le déclassement leur permettra de se battre pour les droits du prolétariat. C'est-à-dire que tant qu'ils ne sont pas prolétaires, ils n'ont aucun intérêt à se battre pour nous. Donc, vous me les fonctionnalisez, tous, et d'un coup, ils vont avoir tout intérêt à se battre avec nous. Et ça passe aussi par le fait qu'ils ne soient pas non plus tenus comme ça dans la précarité quand ils sont étudiants. Donc, concrètement, étudiants de la santé, syndiquez-vous dans des syndicats étudiants et luttez pour une revendication concrète qui pourrait être le salaire étudiant. Une revendication que, par exemple, là, la FSE, il me semble, est solidaire étudiante. C'est très important. C'est très important pour les étudiants en santé, c'est important pour tous les étudiants, et c'est comme ça qu'on arrivera vers une société où, globalement, l'accès aux études ne sera pas réservé à une minorité d'enfants privilégiés, des enfants de bourgeois, en fait, qui ont papa-maman derrière eux, parce que pour réussir médecine, Zoé en parlait, mais s'il y a papa-maman qui paye le loyer, qui font en sorte qu'on ne puisse se concentrer que exclusivement sur les études, on ne réussit pas. Si vous travaillez à côté de vos études, vous avez 70% de chances de réussir en moins. C'est pas possible. Et donc c'est pour ça qu'en fait, à la fin, on se retrouve avec des médecins qui sont tous blancs. Eh oui. Et qui sont tous bourges. Donc il faut globalement que notre classe se réempare des études de médecine, et ça passe par le fait de payer les étudiants, globalement. Et pour rester directement sur cette question de classe, d'acteur de la santé petit bourgeois, il y a un acteur de la santé qui n'est pas forcément... penser alors qu'en fait ce sont des professionnels de la santé, ce sont les pharmacies et les pharmaciennes qui ont tendance à se penser et à agir comme des commerçants, alors que ce sont des professionnels de santé et que ils font partie d'une chaîne d'acteurs, et ils ont aussi la manière dont ils font leur travail
est important dans la chaîne, dans les parcours de soins. C'est un acteur important des parcours de soins. Concrètement, en fait, comment on peut lutter sur la position petite bourgeoise des pharmacies? Comment on peut en faire des soignants, quoi. Oui, les pharmaciens 1 PB. Pas tous. C'est comme les chasseurs, il y en a des biens. Non, j'arrête. Non, oui, en fait, la manière dont la pharmacie est pensée en France, c'est exactement de la petite bourgeoisie au sens marxiste, c'est-à-dire c'est des gens qui sont autonomes, auto-exploitent leur force de travail, éventuellement quelques salariés en plus, et donc sont dans des intérêts qui sont des intérêts, là, pour le coup, de commerçants. Là, actuellement, vous avez dû voir à l'Assemblée nationale, alors je sais pas, c'est difficile à suivre ce qui se passe en ce moment sur le budget, mais il y a notamment eu quelque chose sur lesquels, par exemple, les députés de la France Insoumise se sont battus, qui est que, en gros, je vous la fais simple, mais ils ont baissé la manière dont les pharmaciens pouvaient se rémunérer en vendant des médicaments génériques. Et donc les médicaments génériques, c'est des médicaments où les molécules ont plus de 20 ans, donc il n'y a plus de brevet dessus et tout laboratoire peut les produire. On va revenir après sur le brevet qui ne devrait juste pas exister en règle générale, mais particulièrement quand on parle de choses qui sont censées rendre service à l'humanité, comme des produits qui permettent d'améliorer ou sauver la santé. Donc la France Insoumise s'est notamment battue dessus parce que la réaction des pharmaciens, et qui dans l'état actuel du fonctionnement est vraie, c'est de dire mais là en fait avec ce que vous êtes en train de faire, nous n'allons pas pouvoir être rentables sur notre vente, et donc là, les pharmacies, vous voyez peut-être que l'évolution des pharmacies actuellement, c'est que les toutes petites officines ferment au profit de grosses pharmacies, vous savez, avec des robots là qui envoient les médicaments et tout ça. La manière dont on pense le truc comme un petit commerce crée exactement la même chose qu'on voit pour du commerce alimentaire, etc. C'est-à-dire une tendance à la concentration. Parce que c'est en faisant de la concentration qu'on arrive à faire de la rentabilité. Et du coup, là, la France Insoumise se bat en disant, voilà, là, va pas y avoir de rentabilité, etc. Alors, au coup par coup, moi, je comprends pourquoi on se positionne comme ça, là, instantanément sur cette mesure de budget. Mais le fond du problème, c'est la recherche de rentabilité. Le travail des pharmaciens, c'est d'être des gens qui délivrent des médicaments et qui assurent toute la sécurité du circuit, qui expliquent aux gens quel traitement ils prennent, comment ils le prennent, est-ce qu'il y a des interactions avec leurs autres traitements. Il y a même une possibilité pour les pharmaciens de faire des entretiens. Vous avez le droit de faire un entretien avec votre pharmacien si vous souhaitez. Si vous prenez plusieurs traitements différents, par exemple, et que c'est compliqué, il peut vous prendre, et c'est super si les connaissances du pharmacien permettent de faire ça. Il vous prend 1 heure, éventuellement il vient chez vous, il regarde comment vous rangez les médicaments, comment vous pouvez vous organiser et tout ça. Ça, c'est du vrai boulot qui est utile pour les gens. Par contre, la manière dont ça fonctionne actuellement, c'est que vous entrez dans une pharmacie, il y a des pilules pour maigrir, il y a des pilules pour bronzer, il y a du maquillage. Alors moi, je suis pas du tout anti-maquillage, si vous voulez. Mais en fait, je me pose la question de comment ça se fait qu'on se retrouve à devoir vendre de la cosmétique et des trucs même... des compléments alimentaires à 70 balles. On fait miroiter aux gens que le mal de bide qu'ils ont, qui est dû au fait qu'ils sont dans un couple nul avec quelqu'un qui les maltraite et qu'ils ont un boulot de merde, avec quelqu'un qui les maltraite aussi. Tu vas prendre de l'huile essentielle de je sais pas quoi ou du complément alimentaire de je sais pas quoi à 70 boules la boîte et que ça va t'améliorer. On est presque limite dans ces trucs-là, dans de l'abus de faiblesse, parce qu'en plus, il y a la position dominante et sachante qui joue. C'est des vraies questions à se poser, ça, Et le fond du problème, c'est qu'il ne faudrait pas que la pharmacie fonctionne comme un commerce. C'est-à-dire que, pareil que pour les médecins, l'horizon progressiste pour penser la pharmacie d'une manière, on va dire, au service de tous, et qui soit, on va dire, correct pour les travailleurs de la pharmacie, travailleurs et travailleuses, c'est une fonctionnalisation aussi. C'est-à-dire, vous avez des endroits qui sont des endroits gérés par le collectif et par l'argent collectif, où il y a des spécialistes qui connaissent super bien les médicaments et qui vous délivrent les médicaments dont vous avez besoin et qui vous délivrent les conseils dont vous avez besoin. Et il n'a pas besoin de se dire « Ah, fait chier, mon patient sous EPO est mort, ça va me faire un manque à gagner. » C'est terrible, quoi. Enfin, vous voyez, mais c'est comme ça que ça se passe actuellement. Donc, se battre sur le prix des génériques et tout, ok. Mais le fond du problème est là. Comment on rémunère les pharmaciens autrement que sur de la boutique, encore plus quand la boutique concerne la santé des gens, quoi. Bon, en fait, comme tu le dis, les pharmacies, ça s'apparente plus à des boutiques. Et je pense que j'apprends rien à personne en disant que les boutiques, elles vendent des choses. Donc aussi, ça pose la question de l'industrie pharmaceutique. Et en fait, l'industrie pharmaceutique, c'est une industrie qui est privée. Comme toutes les industries privées, elle est guidée non pas par l'intérêt général, mais par la maximisation du profit.
ça pose des problèmes en termes de qualité, voire de létalité des médicaments. Je pense notamment à l'affaire du Mediator, par exemple. D'accès aux médicaments aussi, et puis de financement de la recherche médicale. Dans cette perspective, la France Insoumise, elle propose de créer un pôle public de médicaments, donc qui serait plutôt dans la régulation. Mais est-ce que dans une perspective socialiste réellement, est-ce qu'on peut limiter le rôle de l'État à de la régulation, ou est-ce qu'il ne faut pas étendre le rôle de l'État à la production et à la distribution du médicament? La proposition de la France Insoumise, en fait, est une proposition avec laquelle je suis pas d'accord, parce que c'est une proposition réformiste. C'est-à-dire qu'on parle d'aller voir les bourgeois et leur demander gentiment « Bonjour, est-ce que ça serait possible de pas mourir ?» Ah non, c'est pas possible. Bon, tant pis, voilà votre chèque. Non, ça c'est pas possible. Concrètement, il faut aller beaucoup plus loin que ça. C'est-à-dire que les brevets doivent être abolis purement et simplement. Il faut réfléchir à une société où il n'y a pas un contrôle d'actionnaires et de capitalistes sur des produits dont dépendent nos très littérales vies. Parce que quand vous avez un cancer, quand vous avez rare et compliqué à battre, quand vous avez des maladies chroniques, des souffrances pas possibles, mais que vous êtes dans les 0,05% des gens qui l'ont, est-ce qu'il y a un intérêt pécunier à développer, faire de la R&D sur ces médicaments? Non. Non, en gros, globalement, votre maladie n'apportera jamais d'argent à qui que ce soit, donc vous pouvez crever dans la souffrance et les bourgeois s'en foutent complètement. À la limite, le petit manque à gagner, c'est le fait que vous ne soyez pas productif, et donc du coup, dans ce cas, il faut vous sucrer vos aides, et comme ça, c'est sûr que vous ne coûterez rien du tout. Parfait. Non, il faut vraiment réfléchir à l'abattement des brevets, au fait que les laboratoires pharmaceutiques, les pharmacies soient repris, le contrôle soit repris pas par forcément l'État, même si ça peut être une étape, mais par les travailleurs eux-mêmes. C'est-à-dire que les travailleurs de la santé doivent prendre en charge leurs propres moyens de production, et ça peut passer notamment par les syndicats en fait, qui communiquent déjà entre eux. Qui peuvent en fait permettre de réguler la production, en fait réguler ces questions-là en lien avec les associations de patients. On peut réfléchir à une société comme ça. C'est pas utopique. En fait, on travaille déjà comme ça dans le monde militant, et je reparle du tour de la France de la santé parce que c'est quand même une interroga qui est exceptionnelle. Par ce biais-là, on a des syndicats pharmaceutiques et on a des patients au même endroit, et ce dialogue peut s'établir et on peut réfléchir à ça. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, le fait qu'il y ait des brevets qui soient donnés, que des médicaments soient pas trop chers, ça dépend plutôt de l'acte individuel et de la philanthropie de certains bourgeois un peu sentimentales, et c'est tout. Par exemple, quand John Alstock en 55 sort le brevet, le vaccin pour la polio, il le brevette pas. C'est super classe, bravo, merci à lui. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas dépendre de gentilles personnes qui acceptent bien gentiment de ne pas mettre de brevet. Et il faut qu'au bout d'un moment, on se dise, non mais en fait, on est 7 milliards de prolétaires, ils sont 10 millions de bourgeois, à quel moment on prend des battes de baseball et on va récupérer ça nous-mêmes? Et je rigole pas, c'est le principe de la lutte des classes. Marx, il y a 200 ans, l'expliquait déjà, et il a raison. Si on veut continuer dans ce sens-là, si on veut faire face aux pandémies qui vont s'accélérer avec le réchauffement climatique, c'est-à-dire que le Covid, c'était qu'un début. On va de plus en plus avec la dégradation des soins, avec la réactionnalisation, avec les crises du capitalisme, avec le fait que les populations animales se rapprochent de plus en plus des humains, faire face à plein de pandémies. Et est-ce que vous pensez que quand ça sera eux ou nous, les bourgeois vont dire « ça sera vous » ? Mais non, ils ne le feront pas. Ils nous laisseront crever la gueule ouverte. Et c'est pour ça qu'il faut se battre pour qu'on ait les brevets du Covid, qu'on ait les brevets des vaccins, etc. Il faut qu'on mène cette lutte maintenant. Il y a une urgence politique à le faire. C'est une question de vie ou de mort. Il faut qu'on continue dans ce chemin-là. Et c'est pas par la compromission avec la bourgeoisie qu'on y arrivera. C'est en prenant ces battes de baseball et en allant dans la rue et allant les chercher. C'est en s'organisant en syndicat. C'est en s'organisant en tant que patient dans des associations qu'on y arrivera. Et c'est le seul moyen. Et c'est comme ça qu'on a gagné depuis le début. La CGT et le PCF, quand ils nous ont sorti la sécurité sociale dans les années 50, et que les bourgeois se faisaient tout petits parce qu'ils avaient collaboré avec les nazis, c'est comme ça qu'on a réussi. On doit reproduire ces conditions et on doit parvenir à y arriver nous-mêmes. Oui, je suis totalement d'accord avec toi, mais tu sais, parfois quand on dit sortir avec des battes, ça fait rire et tout, mais t'as raison de reparler du rapport de force en 45, parce que vraiment, je pense qu'on oublie ce que c'est 45 quand on monte la sécu. C'est pas qu'il y a des gens, ils sont sympas, ils nous laissent faire, hein.
il y a des centaines de milliers de militants communistes armés qui viennent de se taper avec les nazis depuis des années et qui sortent en disant bonjour, on va faire la sécurité sociale. C'est comme ça que ça se passe. Bah oui. Et en fait, quand on parle de rapport de force, mettons, ici, on est invité par un groupe d'action insoumis. Si la France insoumise prend le pouvoir, et ça sera probablement pour nous tous, même si tu vois Lou par exemple et moi, on est des marxistes un petit peu plus vénères que ce qu'il y a dans le programme de l'AFI. Moi, globalement, je préfère avoir en face un gars de l'AFI qu'un macroniste ou un mec du RN. Il y a zéro débat là-dessus, évidemment. Mais il faut être extrêmement lucide que même le programme de la France insoumise, qui est plutôt réformiste, en l'état actuel du rapport de force, regardez comment il pète les plombs sur la taxe Zuckman. La taxe Zuckman, c'est rien. Hein. Enfin, c'est 2% sur le capital et tout. Enfin, c'est vraiment du pipi de chat. Rien que ça leur fait péter les plombs. Donc, et ils nous tiennent par la création monétaire en disant « Ah là là, mais si vous faites des politiques de gauche, les marchés qui nous prêtent, ils vont dégrader notre note et vous allez vous retrouver avec des intérêts sur la dette, etc. » Je vous rappelle que le montant actuel de notre dette, c'est le montant des intérêts qu'on a payés aux banques privées pour avoir le droit d'imprimer de la monnaie. Hein. Donc, faut être quand même extrêmement lucide sur le fait que quand on parle de rapport de force, c'est pas un truc un peu romantique pour s'amuser et tout, c'est que c'est une réalité de ce à quoi nous tous ici, si on est des militants progressistes qui avons envie de changer des choses, on va y être confrontés. Et vous le voyez sur chaque mouvement social actuellement, parce que le capitalisme est en crise, il y a une possibilité de faire autrement. C'est quand il est en crise qu'on a le plus de moyens de renverser les choses, mais c'est aussi quand il est en crise qu'il se raidit fort et qu'en face, la répression devient extrêmement forte. Et vous voyez, le 10 septembre, premier jour de mobilisation, Retailleau sort 80% des forces policières. Dès le premier jour, des centaines de gens mis en garde à vue, des tout jeunes militants, etc., avec pour objectif clair de dire à tout le monde « tout le monde rentre chez soi ». Donc effectivement, pour contrer ça, il va falloir être assez lucide sur le fait que le rapport de force, il va être dur. Et que ce rapport de force nécessite des organisations, et c'est pour ça qu'on vous rappelle depuis tout à l'heure qu'en fait il faut se syndiquer et tout. Et moi j'aime beaucoup Lou quand tu rappelles que se réapproprier la production de médicaments, ça peut passer par les travailleurs, mais sérieusement, écoutez la CGT de chez Sanofi. Hein. Les gars, ils connaissent très bien leur boulot, ils savent très bien vous expliquer c'est quoi un circuit logistique, comment on monte une usine, comment on la fait tourner, comment on gère la sécurité de production et tout. Les gens savent faire. Hein. Le PDG de Sanofi, c'est Frédéric Oudéa, c'est le mari d'Oudéa Castéra, vous savez là. Voilà. Le mec, il est chez Sanofi depuis quelques années. Avant, il avait été 20 ans PDG de la Société Générale. Ce gars n'y connaît rien dans médicaments, d'accord. Son boulot, c'est de faire du pognon. C'est ça son taf. Il le fait très bien. Et pour vous donner des exemples, ce qu'on est en train de dire là, c'est un truc en fait assez général, même dans des pays qui sont vraiment pas du tout à l'avant-garde du progressisme. Très rapidement, un exemple sur l'insuline. Sanofi fabrique une des insulines lentes les plus connues du marché qui s'appelle la Lantus. L'insuline lente, c'est une insuline pour les gens qui ont besoin d'insuline au quotidien. On fait une injection et ça se diffuse pendant les 24 heures dans le corps des gens. C'est nécessaire pour la survie des gens. Déjà, comme Lou vous l'a dit, est-ce que vous croyez que Sanofi a intérêt à financer de la recherche pour qu'un jour les diabétiques n'aient plus besoin d'insuline ? Non. Voilà. Déjà, mais en plus, quand ils vendaient leur insuline aux États-Unis, les États-Unis, un jour, Biden en a eu un petit peu marre. Il s'est réveillé un peu chafouin un matin. Non, il y avait un rapport de force. Et il s'est dit, mais attendez, on paye l'insuline hors de prix, comment ça se fait ? Il a pris les 3 labos principaux dont Sanofi, il a dit ça suffit. En fait, il se trouve qu'en Californie, ils en ont ras le cul et qu'ils sont en train de monter des usines pour fabriquer eux-mêmes de l'insuline à prix coûtant. La Californie n'est pas un paradis marxiste, hein, je pense que tout le monde le sait ici. Mais en fait, le rapport de force fait ça. Au moment où ils ont annoncé ça, les laboratoires pharmaceutiques ont baissé leur prix d'insuline de 85 à 90%. Je ne sais pas si vous imaginez à quel point ils la vendaient trop cher avant. Donc c'est de la folie. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en fait, faire ces trucs-là, l'immense majorité des molécules qu'on utilise aujourd'hui ne sont pas sous brevet. Donc déjà, ça peut se faire demain. Avant qu'on ait le temps de s'attaquer au brevet, etc. Et ensuite, s'attaquer au brevet. Lou parle du vaccin contre le Covid. La technologie ARN du vaccin contre le Covid, c'est une petite entreprise française qui l'a créée, qui a ensuite été rachetée par Pfizer. Donc en fait, c'est des travailleurs qui créent ces techniques-là. On a aussi la possibilité d'avoir des travailleurs à l'échelle internationale qui sont capables de se coordonner pour faire des trucs de dingue. On n'a pas besoin. En fait, ces industries ne sont pas nécessaires pour fournir. Elles sont des empêchements. Elles nous empêchent de pouvoir travailler correctement et collectivement. Si on levait la totalité des brevets sur les connaissances scientifiques et qu'on partageait l'information, actuellement, mais on fait un bond technologique de 15 ans, tout de suite, en fait. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'ils vont toujours nous opposer l'efficacité, etc. Ce n'est pas vrai, leur système n'est pas efficace. Et mettre en commun, particulièrement dans la recherche scientifique,
et travailler collectivement est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus efficace. Et ça, effectivement, ça passe notamment par de la lutte syndicale, parce que jamais ils ne vont consentir à ça gentiment en disant « c'est vrai, vous avez raison, on va changer d'avis ». Non. Mais sur la question de l'établissement d'un rapport de force, si on regarde l'actualité politique immédiate, on a eu hier ou avant-hier le vote de la loi de financement de la sécurité sociale, pour laquelle le Parti socialiste a voté pour, sous prétexte d'une négociation pour une obtention d'une hausse de la CSG. Mais sur la question de la CSG et de l'établissement d'un rapport de force, peut-être vous pouvez me dire en quoi, par exemple, la CSG est dans une logique d'imposition, contrairement à une logique de cotisation. Elle pose problème parce qu'elle peut être détricotée plus facilement qu'une logique de cotisation. Tu veux y aller ? Ouais. Oui, en fait, si vous voulez, la différence entre une cotisation... La CSG n'est pas une cotisation qui est faite sur la production. Vous savez, la cotisation, l'avantage, et ça nous vient plutôt des expériences allemandes, en fait. Le système Bismarck, qui est un des premiers systèmes de protection sociale qui s'est monté en Allemagne au début du XXe siècle. En fait, c'est une assurance par le travail. Et souvent, vous savez, on vous dit il y a les cotisations patronales et les cotisations salariales. Alors, en fait, ça a aucun sens la cotisation patronale parce que cet argent, c'est les travailleurs qui le produisent. Il n'y a pas une partie de l'argent qui est produite par le patron et l'autre qui est produite par le salarié, puis on fait moite-moite pour cotiser. C'est pas ça. C'est de l'enfumage, cette histoire. Tout ça, c'est des cotisations qui sont prises sur le travail des gens. C'est-à-dire, tout ce qu'on produit, nous les travailleurs, on en prend une partie, on la met en commun pour pouvoir financer la sécurité sociale. Et c'est pas du tout la même chose que de dire on va faire un impôt qui se fixe sur le revenu, etc. C'est pas la même chose. Là, l'idée, c'est vraiment de se dire, il y a une partie de la production qui ne va pas aller à la bourgeoisie, mais qui va aller à la mise en commun et à la démarchandisation, parce qu'on va faire un truc totalement public. Alors moi, j'ai envie de dire, si on veut aller encore plus loin, on pourrait le penser d'une manière encore différente qu'une cotisation par le travail. Là, on est en train de parler de choses un peu plus, on va dire, lointaines en termes de décisions immédiates. Mais il y a d'autres formes de manière dont on pourrait penser le financement du soin, notamment dans une idée démarchandisée. On parlait de monnaie rapidement tout à l'heure, mais en fait, reprendre le contrôle sur la monnaie, dans une vue où on est toujours actuellement dans un système qui fonctionne avec de la monnaie, reprendre le contrôle de la monnaie, ça peut aussi se dire on part des besoins, et donc en fait la Sécu, les discussions débiles qu'il y a à l'Assemblée, en fait les travailleurs sont en collectifs locaux, se disent moi sur mon secteur on a besoin d'une IRM en plus parce qu'il y a un mois d'attente pour faire une IRM de genou, on a besoin de recruter plusieurs aides-soignantes dans tel EHPAD, on a besoin de ça, ça fait combien en budget? 300 millions, et on imprime 300 millions et on l'utilise pour financer. Ça, c'est aussi une manière dont on pourrait penser. Mais voilà, je vais te laisser la parole, Lou, si tu as envie de rajouter des trucs. Mais effectivement, la CSG, c'est une douille. C'est une manière de sortir la manière dont on veut mettre l'argent en commun et surtout de le décorréler de la production, alors que l'avantage de la production, c'est que c'est les travailleurs qui la contrôlent dans un monde où on essaye de reprendre un peu le pouvoir dessus. Ouais, et j'irai même plus loin que toi. Parce que, tu vois, t'as dit, oui, les cotisations patronales, en fait, c'est un mythe. C'est notre travail qui fait ça. Mais en fait, c'est pire que ça. C'est-à-dire que quand des bourgeois vont pleurer sur CNews que les employés c'est un coût, etc., et qu'on coûte trop cher, en fait, c'est complètement faux. C'est-à-dire que non seulement on produit toute la valeur qui va permettre après de faire les cotisations sociales et les cotisations patronales, mais c'est pire que ça. C'est qu'en fait, en plus de tout ce qu'on a produit et qui nous est reversé, on produit en plus de ça ce qu'on appelle la plus-value. Enfin, c'est pas ce qu'on appelle, c'est ce que Marx appelle la plus-value. Et qu'est-ce que c'est la plus-value ? C'est ce qui permet au capitalisme d'exister. En gros, vous produisez, disons, 100 € de valeur et on vous paye 50 €. Donc, une partie des 50 € supplémentaires qui vont dans le fait de faire tourner la machine, payer l'essence, payer les locaux, etc. Et donc, disons 40 €. Et il y a 10 balles en plus qui se volatilisent dans la nature. Où est-ce qu'elles vont ? Elles vont dans la poche des capitalistes. Et c'est comme ça qu'ils survivent. Parce qu'eux-mêmes ne travaillent pas. Donc l'argent vient bien quelque part, spoiler alert, de nous les travailleurs. Donc déjà, on a tout intérêt à reprendre cet argent, et ce par la lutte des classes, mais en plus, ça se réfléchit aussi collectivement au niveau des retraites. Par exemple, pourquoi est-ce que les bourgeois veulent pas de la retraite par répartition et parlent d'une retraite par capitalisation ? Parce que dans la retraite par répartition, on montre qu'on n'a pas besoin d'eux. Bah oui, on produit notre propre valeur, on la met de côté, et plus tard, on la donne aux autres travailleurs. Donc très bien, on n'a pas besoin d'eux.
Et ça met le doigt en fait sur l'une des contradictions principales du capitalisme. C'est que le prolétariat n'a pas besoin des bourgeois pour survivre, alors que l'inverse est vrai. Il y a une relation parasitique de l'un vers l'autre. Donc eux, ils veulent une retraite par capitalisation, parce qu'en fait, du coup, ils disent non, mais en fait, regardez cet argent déjà qu'on vous donnait, mais en fait, que nous produisons, on la prend et on la remet dans des intérêts capitaux, etc., qui vont finir par encore leur apporter plus d'argent. Et en fait, c'est pour ça qu'ils veulent pas. C'est parce que on leur montre qu'ils sont pas utiles et ils vont faire tout pour nous saboter, pour faire en sorte que l'association de la santé, l'association des retraites disparaissent. Parce que ça montre trop bien la contradiction entre le prolétariat et le capitalisme, qui est qu'on n'a pas besoin d'eux. Voilà. Pour conclure, sur cette question du rapport de force entre deux classes sociales qui ont des intérêts antagonistes, ça pose la question de la lutte sur tous les sujets et à l'international, puisque aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que le renforcement des dynamiques impérialistes, ce soit à travers le génocide en Palestine, mais aussi au Congo, au Soudan, ces renforcements de ces dynamiques-là, dynamiques postcoloniales, néocoloniales, c'est le fruit de ces contradictions inhérentes au capitalisme, de la baisse du taux de profit, enfin sans rentrer dans les détails, mais en gros, comment on peut faire entendre que, en fait, que ce soit sur la santé ou sur tous les sujets, la lutte nationale, même si elle est nécessaire, elle doit forcément s'articuler à une lutte internationale sur tous les sujets, sur l'impérialisme, sur le colonialisme, pour avoir une approche globale. On me demande souvent, et pas souvent, pas très gentiment, mais pourquoi est-ce que l'OST, donc, qui est une organisation trans, de transsexuels, qui ont des cheveux roses et qui sont woke, se bat pour la Palestine? Pourquoi est-ce qu'on revendique un soutien inconditionnel à la glorieuse résistance palestinienne? Pourquoi? Ah oui, parce que en fait, vous êtes un peu les poulets pour KFC. On vous jetterait des toits si vous étiez à Gaza. Bah non, en fait, pas du tout. En gros, tout est lié. Tout est lié par le capitalisme et l'impérialisme. Qu'est-ce que c'est l'impérialisme? Pour ceux qui ne savent pas, c'est le fait d'aller prendre basiquement de l'argent et de la richesse et de la valeur dans les pays du Sud et de les ramener dans les pays du Nord pour créer la valeur initiale qui permet au capitalisme de fonctionner. Le capitalisme est en crise, vous l'aurez remarqué, tout fout le camp. Et l'une des raisons de cette crise, c'est parce que justement les pays du Sud, dans leur lutte de libération, dans la lutte anti-impérialiste, en fait, empêchent cet afflux de valeur de remonter au nord. Et donc du coup, le problème c'est que le capitalisme n'est pas un système qui fonctionne sans cet argent magique, en fait, cet argent de la colonisation, et il commence à dépérir. Et donc du coup, ça marche de moins en moins bien, les marchés se pètent la gueule, etc. Et du coup, le capitalisme essaye de reprendre le contrôle, comme il peut. Et donc ça va se faire par la fascisation, en fait, ce qu'on appelle la réactionnarisation. Donc c'est-à-dire que les bourgeois se rendent compte que les peuples du Sud se révoltent, donc ils vont militariser leur pays afin de pouvoir reprendre le contrôle. Et un exemple très concret ici en France, c'est la Kanaky. C'est la Martinique, c'est la Guyane. C'est des peuples qui se révoltent et qui ont une histoire militante, mais qui, si vous la connaissez bien, vous vous rendrez compte que nous, ce qu'on fait en France, c'est des pétards mouillés. Le taux de syndicalisation en Guyane met une vitesse à ce qu'il y a en métropole. Et par tous les moyens possibles et imaginables, ils vont empêcher au peuple du Sud de se révolter et en fait enlever cette valeur qu'ils veulent. Et donc ils vont se militariser. Comment ça se passe la militarisation en France? Déjà des lois plus réactionnaires, la loi de 2004 sur le voile, etc. Mais aussi le retour du service national militaire qui a eu lieu à la caserne de Vars, donc à Grenoble, il y a une semaine, quelque chose comme ça. Et quand Macron parle de réarmement démographique, est-ce que c'est des mots qui sont pris au hasard? Absolument pas. En gros, l'idée, c'est que pour avoir un pays militarisé, il faut qu'il y ait les prolétaires qui produisent d'un côté des armes, d'un autre côté qui produisent des gamins qui seront la chair à canon. Et comment est-ce qu'on produit des gamins en masse? En mettant le corps des femmes dans son rôle patriarcal le plus bas, qui est des usines à gosses et à faire du travail domestique. Et donc du coup, la conséquence logique de la révolte des pays du Sud pour les prolétaires au Nord, ça va être la militarisation. Et donc du coup, concrètement, on a un ennemi commun, qui est la bourgeoisie, qui à la fois veut contrôler le corps des femmes et éliminer tous ceux qui sortent du schéma hétérosexuel, c'est-à-dire que
dans un monde où les femmes sont des usines à bébés pour envoyer la chair à canon au front, les transsexuels, désolé, mais c'est fini. Donc non. Donc on a un ennemi commun qui est la bourgeoisie, qui est le patriarcat, qui est l'impérialisme et la militarisation. Et en fait, quand dans le Sud, ils se battent contre l'impérialisme, notre impérialisme, en fait, ils jouent dans le camp du prolétariat. C'est-à-dire qu'en fait, chaque coup qu'ils donnent à notre gouvernement, à notre bourgeoisie, nous on gagne. Et inversement, c'est vrai. C'est-à-dire que nous, à chaque fois qu'on fait une grève, qu'on attaque les intérêts des capitaux français, qu'on attaque notre propre impérialisme, eh ben, on aide les luttes dans le Sud. Et donc c'est pour ça que les transsexuels de l'OST soutiennent la Palestine. Et c'est pour ça que c'est un lien, et c'est pour ça que ça leur fait peur de voir que, en fait, le prolétariat, la CGT du Nord, l'UD 59 prend la défense de la Palestine. C'est parce qu'ils voient que le prolétariat prend conscience qu'il est international et qu'il ne se limite pas au mirage de la bourgeoisie qui dit non mais regardez, il y a une frontière, donc vous êtes différents en fait. En fait, on a plus de liens entre la bourgeoisie française et le prolétariat français qu'entre le prolétariat français et le peuple palestinien. C'est faux. C'est complètement faux. On a tous nos intérêts vont dans le sens de la libération de la Palestine. Tous. Et inversement, à chaque fois que les Palestiniens, les Kanaks, les Kurdes, les Guyanais et en fait l'ensemble des pays qui sont sous la coupole de la Centrafrique luttent contre l'impérialisme, lutte contre la bête immonde, nous, prolétaires français, en fait, avons tout à gagner à ce que, en fait, la militarisation, la base de Kourou en Guyane, nos bases à l'étranger, nos militaires, en fait, soient affaiblis pour pouvoir nous-mêmes mener la lutte armée chez nous. Tout est lié, et c'est pour ça qu'il faut se battre ensemble. Si on se rend pas compte qu'on veut faire une révolution mondiale parce qu'on a un prolétariat international qui a des intérêts communs, alors on ne va jamais réussir. On ne gagne pas en se mettant dans des petites cases, en disant non, moi je suis français, moi j'ai des intérêts français. Non, vous avez intérêts de prolétaires. Marx le disait déjà il y a 200 ans, et il a toujours raison. Let's go. T'as tout dit, Lou. Si je me permets de rappeler que le camarade Jean-Paul Delesco de la CGT du Nord a été rejugé là en début de semaine après avoir été condamné en première instance à 12 mois de prison avec sursis pour avoir fait un tract. Donc voilà, il est rejugé, on attend les suites, mais soutien à lui. Et puis ce que tu dis, ça s'illustrait très bien. Vous avez vu les grandes grèves italiennes, des syndicats italiens qui se sont mobilisés pour Gaza. Il y a eu aussi je sais dans le sud, la CGT du 13, les dockers qui se sont mobilisés pour éviter l'envoi d'armes. C'est des luttes de travailleurs, toutes ces luttes-là. Et pour aller un peu plus loin, quand on dit que nos problématiques ne peuvent être pensées qu'à une échelle internationale, c'est une réalité. On parlait de rapport de force tout à l'heure. Si on veut faire des changements en France, on aura besoin que des changements se fassent ailleurs. Et c'est en commençant à essayer de faire des changements, nous, que d'autres changements peuvent se faire et inversement. Et par exemple, quand on parle d'industrie pharmaceutique, etc., moi, mon but, c'est pas qu'on ait nos usines nationales de souverainisme, etc. Moi, je veux qu'on puisse produire du médicament pour tout le monde partout, en fait, et que chaque travailleur du monde puisse avoir accès à ça, ce qui est largement possible. C'est de penser la solidarité internationale, l'abolition des brevets. C'est aussi une nécessité absolue pour tous les pays de la périphérie du centre-impérialisme, particulièrement les pays d'Asie du Sud-Est, particulièrement les pays d'Afrique qui subissent les industries pharmaceutiques qui ne vont même pas en fait livrer les médicaments chez eux parce qu'il n'y a pas de débouchés financiers suffisants en fait. Et donc vous avez des problèmes majeurs d'accès au traitement du VIH, d'accès au traitement même infectieux. Il y a des gosses qui meurent de ça. Des dizaines là, juste le temps dont on a parlé. Donc c'est de toute façon des luttes contre des enjeux globaux. Et il faut toujours avoir en tête que c'est un choix de la classe bourgeoise de vouloir nous fracturer, nous faire nous sentir français avant de nous faire nous sentir de notre classe. Et nous ne devons surtout pas perdre ça de vue. Et pour terminer aussi là-dessus, vous avez vu là actuellement tout le battage qu'ils font sur l'aide médicale d'État. Ça reboucle avec la santé parce qu'on en parlait. L'aide médicale d'État, c'est ce dispositif qui permet de rembourser des soins pour des personnes qui sont en situation irrégulière en France. Ils en font des caisses là-dessus, soi-disant. Voilà, il y a des millions de gens qui arrivent en France pour se faire recoller les oreilles gratos grâce à l'aide médicale d'État. L'aide médicale d'État, pour vous donner un ordre de grandeur, c'est 1 milliard d'euros par an, 1,2.
c'est rien du tout. Mais quand je dis rien du tout, à l'échelle du budget de la Sécu, qui est de 300 millions, 300 milliards, ça n'a aucun sens. Les complémentaires santé privés, vous savez, vous avez l'assurance maladie et les complémentaires santé privés. Les complémentaires santé privés coûtent extrêmement cher. Quand vous cotisez 100 €, il y en a 20 qui partent pour rémunérer les PDG d'AXA, etc. Alors que quand vous cotisez à l'assurance maladie, il n'y a que 3 € qui partent dans les frais de fonctionnement. Ces complémentaires-là représentent 50% des dépenses, alors qu'elles ne remboursent que 12% des soins. Si vous les supprimez immédiatement et que vous faites le 100% Sécu, vous économisez immédiatement 5,4 milliards d'euros. C'est 5 fois l'aide médicale d'État. Et donc, on préfère remettre en cause. Et là, vous voyez comment le racisme est instrumentalisé par la classe bourgeoise, qui viennent vous dire, voilà, il n'y en a pas assez pour tout le monde, regarde-toi, ta mère, elle peut pas être hospitalisée, elle reste sur un brancard aux urgences, mais c'est sûrement parce qu'il y a des étrangers qui, grâce à l'aide médicale d'État, viennent te prendre le soin, etc. Alors que la réalité, c'est que cet argent, il est dans les poches des actionnaires d'AXA et qui veulent surtout pas que vous le voyez. Donc vraiment, gardons en tête que on va dire la solution nationale un peu souverainiste et tout, est non seulement pas efficace, mais en plus dangereuse, parce qu'à la fin, elle ne sert pas notre projet politique. Vous avez plus en commun avec n'importe quel réfugié qui vient en France. Vous avez plus d'intérêt en commun avec eux. Vous avez plus d'intérêt en commun avec n'importe quel combattant de la résistance palestinienne que d'intérêt en commun avec De Villiers, avec Pascal Praud, avec Emmanuel Macron, avec n'importe quel bourgeois. Et en fait, on essaie de vous faire croire l'inverse en disant mais non, regardez, vous êtes blanc. Ah bah ouais, on est mieux entre blancs, hein, et regardez, les noirs nous volent notre argent. Mais c'est faux. La vérité, c'est qu'on a tout intérêt à faire une alliance contre notre ennemi commun, qui est la bourgeoisie, plutôt que de croire aux mensonges nationalistes, aux mensonges suprémacistes. Et ça passe, en fait, globalement, en disant pas « Non, mais regardez, il n'y a pas tant de réfugiés qui viennent que ça en France. Non, mais l'immigration, c'est pas tant que ça. Non, mais regardez, l'AME, ce n'est qu'1 milliard. » Non. La vérité, c'est que tous ceux qui veulent venir en France viennent en France. Et les soins doivent être gratuits pour tous. Parce que quand les soins sont gratuits pour tous, ils sont certes gratuits pour les réfugiés, ils sont gratuits pour tous les prolétaires. Et les seuls qui veulent pas que les soins deviennent gratuits, est-ce que c'est les réfugiés? Non. Est-ce que c'est les Noirs? Non. Non. Qui veut que vous payiez le maximum d'argent, vous, en tant que prolétaire blanc? Bah, c'est la bourgeoisie. C'est la bourgeoisie qui vous monte la tête à la télé tout le temps dès qu'il y a la contestation sociale, que non, en fait, le problème, ce n'est pas l'État, ce n'est pas les riches, non, c'est les immigrés. Et souvenez-vous, pendant la réforme des retraites, quand le rapport de force était en notre faveur, quand on envoyait des millions de personnes dans les rues, quand la CGT venait toquer à la porte de l'Élysée, qu'est-ce qu'on s'est mis à entendre sur toutes les plateaux télé? On s'est mis à entendre parler de l'immigration, de l'islamisme, comme par hasard. C'est étonnant, ça. C'est comme s'il y avait un discours politique qui tentait de diviser la classe pour pouvoir mieux nous exploiter. Donc la lutte pour la santé, ça peut sembler déconnecté, mais en fait c'est globalement une lutte contre l'impérialisme. C'est une lutte contre le capitalisme. À chaque fois qu'on affaiblit l'impérialisme français, le suprémacisme blanc, on l'affaiblit pour tout le monde. Et c'est en continuant dans cette voie-ci, c'est en se syndiquant, c'est en s'organisant qu'on peut gagner. Julien en sueur, on a trop parlé. Non. Merci beaucoup de vos interventions. En tout cas, même si le constat de la situation est assez, la situation est assez compliquée, on a quand même eu des perspectives intéressantes et je vous remercie pour ça. Moi, je voulais revenir très rapidement avant les questions, vous dire pourquoi pour nous le thème des perspectives progressistes de la santé était important. C'est parce qu'on est quand même dans une période où, face à toute cette dynamique de fascisation qu'on a déjà abordée avec la conférence précédente, on peut être dans une posture un peu défaitiste à se dire, mais en fait, globalement, rien ne peut changer, et on se retrouve à avoir chacune des expériences dans des parcours de soins, dans le système de santé, qu'on va politiser quand ça touche les autres, mais quand ça nous touche nous-mêmes finalement, ou nos proches, on va peut-être pas forcément politiser la situation, on va dire « Oh, mais c'est comme ça », on va dire « Oh, moi j'ai mon médecin à 45 minutes, mais bon, c'est comme ça, je me débrouille, je m'arrange ». Et donc, c'est pour ça que nous, on voulait vraiment poser la question des perspectives progressistes et aussi de comment on impose un rapport de force et on lutte pour que ces perspectives elles soient réellement mises en place. Donc en fait... bien sûr, il y a l'engagement politique, mais en fait, il y a des moyens de politiser la question d'une manière beaucoup plus simple, ne serait-ce qu'en parlant
enfin beaucoup plus entre guillemets, mais d'en parler à ses proches de manière politique, ou simplement aller voir son pharmacien et lui demander pourquoi il vend tel ou tel produit et est-ce qu'il trouve que c'est nécessaire, quoi. Ça peut passer aussi par des associations. Là, on a le stand de l'OST, et d'ailleurs, dis-moi si je me trompe, mais c'est une association qui est ouverte, l'OST, elle est ouverte aux personnes cisgenres, donc même si vous n'êtes pas une personne trans, vous pouvez venir aider matériellement, parce que c'est de l'organisation qui demande du temps. Et donc voilà, c'était pour ça qu'on était dans cette perspective-là, et la conférence qui suit, justement, qui pose la question de la radicalité à gauche, radicalisation de l'électorat, mais aussi des idées politiques, elle s'inscrit dans cette dynamique-là en disant c'est l'heure de lutter et d'aller pousser gauche. Let's go. Je pense qu'on peut prendre un quart d'heure de questions. Ouais. J'aurais une question pour revenir justement sur les actions qu'on pourrait faire pour justement aller à l'encontre, pour réagir face à justement cette appropriation du milieu médical, aussi bien par la désertification en effet des médecins, aussi bien la privatisation justement de la production des médicaments qui influe justement sur le prix. Il y a quelques exemples justement en France où par exemple à Marseille où il y a justement un squat avec leur IRL, il y a aussi d'autres exemples que vous avez pris justement aux États-Unis où ils produisaient leurs propres médicaments. Du coup, avant de sortir à la soufflateuse, et c'est un peu le but aussi de l'AFI, c'est d'être réformiste, sans dire s'il vous plaît, mais tout de même, quelle application on pourrait avoir justement par exemple face à la désertification? Est-ce qu'on peut faire justement des cellules pour amener les personnes à avoir accès à la médecine et en fait à couper l'arbre sur le pied de cette privatisation et de remettre justement dans le commun des exemples un peu plus concrets justement de cette mise en commun du milieu médical pour pouvoir remutualiser, remettre en commun justement cette... Je resynthétise ta question pour la capta avec le micro. En gros, tu dis on a parlé des perspectives de réappropriation de la médecine, surtout dans ce contexte de désertification médicale qui rend l'accès aux soins encore plus compliqué. On parle du problème de la privatisation, etc., du fait qu'on est dépossédé en fait des faits de santé. Et tu disais que l'AFI justement a une perspective réformiste, sans dire s'il vous plaît. Je crois que c'était comme ça que tu l'avais formulé. Ouais. Voilà, donc il disait, on n'est pas révolutionnaire au sens où on ne sort pas tout de suite la sulvateuse. Peut-être que vous la sortirez un jour, on ne sait pas. Hein. mais en tout cas, en gros, concrètement, là, tout de suite, qu'est-ce qu'on peut faire là en mesure directe 100% sécu, virer toutes les complémentaires santé. Ça, c'est un premier truc pour se réapproprier les choses. Tu parlais de désertification médicale. Vous avez vu qu'il n'y a pas longtemps, donc il y a une loi qui a été passée sur la liberté d'installation des médecins. Actuellement, les médecins sont libres de s'installer où ils veulent. Et là, il y a une loi qui est passée pour mettre fin à cette liberté d'installation pour que les médecins aillent dans les déserts médicaux. Excuse-moi. Oui. Justement, c'est sortir justement de tout ce jeu légal où en fait c'est des votes et notamment la défense d'intérêts bourgeois qui sont déjà assez verrouillés et revenir peut-être à l'échelle locale où on peut en fait par des regroupements aussi bien syndicaux ou autres, mais beaucoup plus local, à pouvoir justement se saisir de ce problème. Ouais, c'est des réponses qui se font localement. Donc, ce que dit le camarade, c'est que justement sortir de ces décisions à des échelles nationales pour revenir à qu'est-ce qu'on peut faire concrètement en local. Et donc, tu vois, la loi sur la liberté d'installation, c'est un super bon exemple, parce qu'en fait, cette loi, en l'état actuel des choses, elle va rien changer. Il y a 87% du territoire qui est désertifié en France. C'est pas que les campagnes. Le plus gros désert médical de France, c'est Paris. Il y a 96% de l'Île-de-France qui est désertifié. Il manque de médecins. En fait, on est numériquement pas assez nombreux. Donc, vous pouvez mettre toutes les lois que vous voulez à l'échelle nationale pour les répartir, ça n'a pas de sens. Par contre, il y a des nouvelles aspirations sur les manières dont les jeunes médecins préfèrent travailler et qui permettent une délégation de tâches, notamment le fait des centres de santé communautaires, qui sont des choses qui sont demandées par les jeunes médecins pour plein de raisons, beaucoup parce que c'est des meufs et que en fait, même si c'est des petites bourgeoises ou des femmes qui sont parmi les mieux payées du prolétariat généralisé féminin quand elles sont salariées, elles continuent à se taper le travail domestique, gérer les mômes, etc., beaucoup plus que les hommes.
Et donc, en fait, elles veulent des conditions de travail où elles peuvent se répartir la charge de travail, prendre leur mercredi de temps en temps pour avoir leur gamin, etc. C'est pour ça que il y a une fin du truc libéral. Et quand on est à une échelle locale, là, la priorité, c'est d'aller voir votre commune, soit gagner les municipales éventuellement, mais c'est d'aller voir votre commune et de dire il faut un bâtiment avec un centre de santé communautaire où vous avez beaucoup de bureaux, des bureaux pour mettre des médecins, pour mettre des sages-femmes, pour mettre des infirmiers, pour mettre des psychologues, pour mettre des kinés, pour mettre éventuellement des personnels médico-sociaux, assistantes sociales, éducatrices jeunes enfants. Voilà, tous ces métiers qui ont un lien avec ça. Et donc ça, en général, il y a plein d'équipes soignantes qui sont très très chaudes pour avoir ça. Et ça, c'est des trucs très concrets qu'on peut faire à l'échelle locale. L'autre chose à l'échelle locale qu'on peut faire, à une échelle municipale, par exemple, c'est organiser des transports solidaires pour le soin. Parce qu'il y a des problèmes de remboursement de transport actuellement pour que les gens puissent avoir accès aux structures de soins. Et donc ça peut être des organisations collectives. Moi, mon jour de repos, c'est le mardi. J'ai une voiture. Et ben en fait, je peux prendre le nom des gens qui ont besoin d'être emmener chez le dentiste, à l'hôpital pour aller en consultation, etc. Et je fais le tour et j'emmène les gens qui ont besoin. Ça, c'est des choses qui sont très concrètes et qui sont des organisations à des échelles locales qui permettent de chanter un peu les fonctionnements habituels et qui permettent de monter pour la suite, pour la lutte. Vous créez un petit collectif de soignants, tous salariés, qui sont habitués à bosser en équipe, qui sont en plus avec des citoyens, qui sont organisés pour faire du transport solidaire, qui sont organisés avec le pharmacien pour essayer d'aller chez les personnes qui sont isolés pour les aider à prendre leur traitement, etc. En plus, vous bossez avec des personnels médico-sociaux. Éventuellement, vous vous mettez à bosser avec l'école du coin, avec les mômes du coin qui peuvent aller faire le potager avec les anciens. Et on se met à penser peut-être des trucs où on apprend à cuisiner parce qu'on n'arrête pas de parler de surpoids de l'enfant, mais jamais on parle de comment on fait pour avoir accès à de la bouffe de qualité quand on n'a pas la place, pas l'argent et pas le temps pour pouvoir cuisiner. Tout ça, c'est des trucs qui peuvent se recréer à des échelles locales et qui créent des structures qui ensuite sont des appuis pour la lutte ensuite. Donc pour moi, je sais pas si j'ai bien compris ta question, mais je pense que la première chose qu'on peut faire à des échelles ultra-locales, c'est ça. Je me permets de rajouter, comment est-ce qu'on lutte parce que je parle beaucoup de Marx, etc. Ça peut sembler un peu vague ou voire gauchiste. Mais en fait, la vraie lutte, elle peut se passer aussi par ce qu'on appelle l'autosupport à l'OST. C'est-à-dire que d'un côté, vous allez lutter pour des choses très lointaines, la révolution, la fin de l'impérialisme, etc. Et d'un autre côté, il y a des choses beaucoup plus concrètes que vous pouvez faire, comme dit le Dr Zoé. Et nous, c'est ce qu'on appelle l'autosupport. C'est qu'on lutte pour l'amélioration des droits des travailleurs, ou des transsexuels, comme vous voulez, c'est la même chose, ici et maintenant. Donc, en fait, en faisant des initiatives locales où, en fait, on est là, en fait, où l'État n'est plus, où la bourgeoisie est partie, où il n'y a plus rien, où il y a des déserts, etc. Bah, en reprenant ça en main en tant que prolétaire et en proposant de l'aide, de l'entraide, en fait, de la vraie entraide communautaire, et ben c'est comme ça qu'on politise aussi. C'est comme ça qu'on arrive à avoir des horizons politiques parce que, en fait, en apportant concrètement l'aide dont les travailleurs ont besoin, et ben en fait après on peut créer un horizon politique plus lointain. C'est-à-dire que oui, je t'aide maintenant parce que l'État est parti, mais on va se questionner sur pourquoi l'État est plus là. Et ça vaut du coup pour les trans. Donc nous, par exemple, là où il y a plus de médecins qui prescrivent, en fait on trouve des moyens de faire autrement, de trouver nos hormones autrement, de reprendre en fait le contrôle sur notre médication. Ça vaut aussi pour en fait les quartiers populaires majoritairement habités par les non-blancs, et je pense à l'excellent travail de Peau Noire, Ligne Rouge, en fait, qui vont faire des collectes alimentaires, qui vont faire des collectes de produits médicaux, en fait, qui vont venir apporter un soin communautaire ici et maintenant, en fait, à la communauté des quartiers populaires, en fait, où l'État n'est plus, où il n'envoie plus que la police. Et en fait, c'est comme ça qu'on peut gagner. C'est en faisant un travail presque syndical, en fait. Le syndicat, d'un côté, il vous aide à pas vous faire piétiner par votre patron, mais d'un autre côté, s'il est pas trop gaze, votre syndicat, il va aussi aller chercher à faire la révolution. Et en fait, c'est cette double besogne. D'un côté, on améliore ici et maintenant le droit des travailleurs, le droit de la patientèle, dont parlait Dr Zoé, le droit des personnes trans, et d'un autre côté, on prépare la lutte globale. C'est-à-dire que si vous faites juste l'un, en fait, vous finissez le nez dans le guidon, vous ne voyez plus que le lendemain, la routine, etc., le train-train syndical. Si vous ne faites que l'autre, vous êtes un gauchiste profond. Donc en fait, il faut les deux. Un pied ancré dans le réel, où en fait vous êtes au contact du prolétariat tous les jours, des patients, des trans. Et d'un autre côté, un pied dans la lutte. C'est-à-dire que vous voyez autre chose, vous voyez un horizon, vous voyez une société meilleure, des opportunités. Et ça vaut que vous soyez arabe, que vous soyez trans, que vous soyez noir, que vous soyez un patient cancéreux, que vous soyez dans un EHPAD, que vous soyez un médecin, que vous soyez un étudiant qui galère dans son crous, ça vaut pour tout le monde.
Et en fait, chacun notre étape, on peut s'entraider entre nous. On peut y arriver et on y arrivera uniquement en s'organisant dans des structures qui existent déjà. Les syndicats étudiants, des organisations de santé communautaires, des organisations LGBTI, des organisations féministes, tout est là. Il manque plus que les forces militantes, et les forces militantes, elles sont ici dans cette salle. Vous, en tant que personne, vous pouvez y aller et vous pouvez permettre de faire voir aux gens qu'un meilleur avenir est possible. Nous n'avons rien à perdre que nos chaînes. Il y a une question. Ouais, vas-y. Vous avez raison de parler de la sécurité sociale qui a été arrachée par la classe ouvrière. Pas seulement par les communistes, elle a été arrachée par la grève générale de 1936. Et les patrons ont toujours été contre. En 1954, les patrons ont expliqué que la sécurité sociale était en déficit. Tout le processus que vous venez d'expliquer, la société capitaliste, ne peut pas supporter la sécurité sociale. 800 milliards non spéculés, c'est insupportable. Donc, évidemment, aujourd'hui, le problème, comment on fait? Bon, moi j'ai aussi ma petite idée. En attendant, on va vers la catastrophe. Le numerus clausus, on va dire ça. Qu'est-ce qui a créé les déserts médicaux? Depuis 50 ans, 60 ans, on a mis en place des déserts médicaux et quand ils ne sont plus en place, c'est Parcoursup. Vous connaissez très bien l'affaire de Parcoursup. Il y en a deux qui ont la même note, il y en a un qui peut faire médecine et pas l'autre. Donc, non seulement les pleurnichards de gouvernement, on les emmerde, excusez-moi l'expression, parce qu'ils savent très bien d'où vient le problème. Alors, c'est pas la question. La question, c'est d'abord la bataille sur la sécurité sociale. Le salaire différé, c'est fondamental. Et la CSG, c'est un impôt. Ils veulent étatiser la Sécu, point barre. Et si vous êtes médecin, vous connaissez très bien les mesures que le ministère de la Défense vient d'envoyer aux médecins aux hôpitaux. Vous préparez à la guerre. D'ici mars 2026, 100 000 à 500 000 blessés devront être hospitalisés. Et donc, il faut préparer les hôpitaux. Donc, vous les malades, dehors. Merci, camarade. Je redis rapidement pour la captation. Donc, notre camarade rappelait l'histoire de la sécurité sociale qui est une histoire de lutte, que jamais le capitalisme ne pourra supporter l'existence même de la sécurité sociale et qu'actuellement, effectivement, on n'en a pas parlé, mais merci de le rappeler, les médecins, les hôpitaux ont reçu des directives venant du ministère des Armées qui nous disent au fait qu'il va falloir qu'on se prépare à la guerre. Et c'est vrai qu'on a beaucoup parlé du capitalisme, etc. On a oublié de rappeler ce truc particulier au capitalisme qui est que les crises sont cycliques au capitalisme. C'est le fonctionnement même du capitalisme crée de la crise. Et quand on ne peut plus tirer de la plus-value, quand vous direz loup, qu'est-ce qui reste à faire? On fait une bonne grosse guerre. Et ça, c'est des choses qu'on a vues ces derniers siècles. On ne produit pas des armes pour les regarder et pour les stocker, on produit des armes pour les utiliser. Actuellement, vous voyez que tous les budgets sont attaqués, à part le budget de l'armée qui augmente. On vient nous expliquer, on a des généraux qui viennent nous dire qu'il va falloir accepter de perdre ses gosses. Bon voilà, c'est pas ses gosses à lui, je vous rassure. Et il y a aussi une militarisation donc du système de soins, comme tu le disais, mais aussi actuellement dans l'enseignement. Et vous regardez, c'est très précis les endroits où on va aller cibler les gosses qu'on va envoyer à la guerre. C'est les quartiers populaires urbains, les zones rurales précarisées et les colonies françaises Antilles, Guyane, Kanaki, etc. Ce sont ces gosses-là spécifiquement qu'on va envoyer à la boucherie. C'est un projet politique qui est dans les cartons. Et la bataille pour la Sécu, et c'est très intéressant que tu fasses le lien entre les deux, parce qu'en fait, ça, c'est extrêmement précis. Ils ne supportent pas que nous nous battions pour enlever tout ou partie de la richesse produite de leurs griffes, et leur manière de récupérer le pouvoir. On vous disait, le nationalisme, etc., exciter le côté national chez vous, c'est pour vous faire oublier la lutte des classes. Et la guerre, c'est le meilleur moyen de faire ça. Tous derrière le peuple, derrière le drapeau, pour aller faire envoyer nos gosses à la boucherie, comme on l'a déjà fait tellement de fois dans l'histoire, malheureusement. Il y avait une question au fond, oui. Ouais, l'info est un peu grosse, mais globalement, je ne vais pas me faire longtemps.
c'est une question qui a rapport à la collectivisation d'une partie de la question sanitaire. On a vu avec le Covid, en fait, peut-être la dernière fois où la bourgeoisie se comporte vaguement comme elle est censée se comporter quand il y a une épidémie d'ampleur mondiale. Et on a vu au fur et à mesure du Covid que plus ça allait, moins ça les stressait et plus ils envoyaient les gens, voilà quoi. Et on a vu de la même manière qu'avec tout ce qui est institut de sondage, etc. récemment, en fait, la bourgeoisie préfère casser un outil qui t'a rendu inopérant plutôt que de faire face au problème. Ma question c'est, avec donc dans les décennies qui viennent, avec le réchauffement climatique fait par exemple, on va avoir d'un côté possiblement des épidémies de maladies qui étaient auparavant tropicales, puisqu'on a eu des cas de chikungunya et de dengue endémiques malheureusement en France cette année. Comment on peut faire par exemple pour reprendre à notre compte des questions d'épidémiologie pour savoir ce qui se passe et donc collectiviser cette question en fait. Est-ce qu'il y a des choses qui vont être prévues pour ça, sachant qu'en fait on risque d'être laissé par les pouvoirs publics et par la bourgeoisie complètement dans le noir là-dessus, vu comme ils sont un peu perdus dans leur délire, entre croire dans le miracle de l'IA et le côté on s'y est fait, on va sacrifier une partie des gens et puis 30% de perte, c'est pas tant que ça. Du coup, voilà, c'est la question, est-ce qu'on a des solutions pour... Merci camarade, je résume ta question pour la CAPTA. Donc tu rappelais que dans le Covid, au tout début de l'épidémie de Covid, la bourgeoisie a fait à peu près ce qu'elle était censée faire, c'est-à-dire mettre en place des mesures pour limiter la diffusion de l'épidémie. Et puis en fait très rapidement tout s'est assoupli parce qu'il faut faire tourner la machine, n'est-ce pas ? Et puis ensuite tu parlais du fait que ils n'ont pas de problème à péter quelque chose si c'est pas assez rentable pour eux, quitte à supporter des pertes et notamment des pertes humaines monstrueuses. Et tu posais la question d'avec le réchauffement climatique et le changement climatique, des situations de pandémie, on risque d'y être confronté de plus en plus. Et donc comment penser une manière d'y répondre sans attendre que ça soit la bourgeoisie qui s'en occupe ? Excellente question. Moi, ce que je peux dire rapidement, c'est qu'en fait, il existe déjà, parce que pour rappel, la bourgeoisie a les manettes, mais c'est pas elle qui bosse, hein. Donc, il existe déjà, par exemple, chez les médecins, des réseaux qu'on appelle les réseaux sentinelles, où certains médecins dispersés dans tout le territoire de la France observent où en sont les épidémies, font remonter les informations, c'est traité. Il nous reste encore des instituts publics qui fonctionnent pas trop mal pour compter des trucs. Je pense à l'INSEE, je pense à l'adresse. On ne se rend pas compte en France alors ça, c'est un héritage de la sociologie de gauche française des années 50, post-45. Et c'est des choses hyper précieuses. On a les outils pour pouvoir compter correctement. La question, c'est comment on fait pour se gérer soi-même. Vous allez avoir l'impression que je répète absolument toujours la même chose, mais là, comme quand c'est des questions d'organisation de travailleurs pour pouvoir travailler de manière correcte et dans l'objectif de l'intérêt général et pas de l'intérêt de la bourgeoisie, c'est par les organisations de travailleurs qu'il faut passer parce que c'est le seul moyen qu'on a pour pouvoir se coordonner les uns les autres. Et donc la syndicalisation, là, clairement. Et je me permets de compléter pour faire un peu le volet autosupport. Du coup, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour améliorer les conditions de notre classe face aux épidémies, face au virus ? Il y a quelque chose qui existe déjà, il y a un outil que notre classe met déjà en place qui s'appelle l'autodéfense sanitaire. Et en fait, du coup, des organisations anti-validisme, donc qui luttent contre l'oppression qui vise les personnes malades, les personnes handicapées. Et c'est déjà en place. Et en fait, on peut collectivement, en tant que classe, se protéger les uns les autres. Parce que clairement, une fois de plus, la bourgeoisie ne le fera pas à notre place. Donc, en fait, vous pouvez d'ores et déjà vous vacciner. Il y a des vaccins qui existent déjà. Vous pouvez insister auprès des médecins pour qu'ils les prescrivent, auprès des pharmaciens pour qu'ils le fassent, etc. Vous rapprocher d'associations de patients pour mener cette lutte. Et par exemple, cet hiver, il y a le vaccin l'Infuvac, donc contre la grippe A et B, et le vaccin Covid qui est sorti. Je vous encourage très chaudement à vous faire vacciner. Je dis pas ça parce que c'est un acte citoyen. Non, c'est un acte de révolutionnaire en fait. C'est-à-dire que si on prend soin un peu des uns des autres et qu'on se rend compte que quand un travailleur est touché par la maladie, en fait il y a beaucoup plus de chances de crever que de Villiers, qui lui a accès aux meilleurs soins, et on se rend compte que en fait on se protège pas en tant que citoyen, en tant que peuple, en tant que je sais pas quoi, on se protège en tant que prolétaire. Et ça vaut pour tous les virus. Donc ça veut dire que d'un côté, en prenant des actes préventifs, donc en se vaccinant contre tout ce contre quoi on peut se faire vacciner, donc la grippe, le Covid, mais je pense aussi à d'autres choses, à une époque un peu reculée, la monkeypox, encore avant
le papillomavirus, etc., etc. Mais en fait, on protège l'ensemble de notre classe. Et il n'y a pas que les vaccins, il y a aussi le port du masque, que je vous invite très fortement à porter dans des lieux clos, dans les transports en commun, dans les milieux de santé. Il y a le fait de se laver régulièrement les mains. Et en fait, genre, tout le monde le dit, tout le monde vous le répète, et ça peut sembler anodin et nul, mais le fait est que, en fait, on ne peut compter que pour nous-mêmes. En fait, la santé est laissée en lambeaux par la bourgeoisie. Et si vous voulez aider les gens maintenant, rejoignez des organisations d'autosupport qui se préoccupent de la santé, rejoignez le Tour de la France de la santé, rejoignez des syndicats de professionnels si vous en êtes un. En fait, c'est que comme ça qu'on peut y arriver. Il faut qu'on prenne tout en main nous-mêmes parce que jamais la bourgeoisie le fera à notre place. Merci beaucoup pour vos interventions et vos réponses. Je pense qu'on va conclure les questions ici pour que tout le monde puisse prendre une petite pause, notamment Dr Zoé qui enchaîne dans pas très longtemps. Donc Zoé qui reprend dans pas très longtemps. C'était déjà pris Zoé sur les réseaux, ça allait pas comme pseudo, fallait que je rajoute un truc. Et puis comme je suis une meuf, tu sais, les gens partent du principe que si je parle de santé, je suis pas médecin. Mais ouais, appelez-moi Zoé. Hein. Donc on va se prendre une petit quart d'heure, 20 minutes de pause et puis on va enchaîner sur la prochaine conférence. Donc, on va regarder voilà. Où est la classe révolutionnaire à Chambéry. Vous êtes chaud ou pas? Merci.